Alors, bienvenue à tous, rebonjour à ceux qui étaient là il y a quelques minutes. Hem, bienvenue dans cette petite heure qu'on va passer ensemble cet après-midi, pour parler d'un certain nombre de choses, parler d'un ensemble de technologies, de fonctionnalités, parler de protection de données, parler restauration, parler tests de restauration. Le sujet du jour, c'est Virtual Lab et Sure Backup. Ce sont peut-être des mots un peu barbares pour les personnes qui connaissent très peu Vim ou pas du tout. Mais vous allez voir que ce sont des termes marketing, des appellations, des terminologies Vim marketing, mais qui derrière font appel à des concepts très simples, très efficaces et qui, j'espère, vont vous aider à appréhender la protection de données dans sa globalité de manière beaucoup plus sereine, qui vont permettre d'avoir une résilience meilleure et d'avoir beaucoup plus de sérénité dans votre capacité à redémarrer et à entrevoir les choses. Alors, pour ce qui est des présentations, très rapidement, moi je suis Arnaud Kenam. Je suis chez Vim maintenant depuis plus de 8 ans. Et j'ai depuis à peu près un an, j'ai la responsabilité d'accompagner l'ensemble de nos clients et de nos partenaires sur le plan technique dans leur réflexion autour de la protection de données, autour de la sauvegarde, autour de la résilience, ainsi de suite. Et donc, j'accompagne l'ensemble des clients de cette grande et belle région qu'est l'Afrique francophone, qui compte pratiquement 22 pays. Donc, je suis dans cette aventure avec Matt Sissambat, mon binôme, qui lui s'occupe plutôt de la partie commerciale. Je vérifie quand même que vous m'entendez bien. Ah, problème audio. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez bien là? OK, parfait. Super, merci, merci. Et donc je disais, dans cette aventure, je suis avec mon binôme, mon partenaire, Matt Sissambat, que certains d'entre vous que vous connaissez déjà, qui lui, évidemment, gère l'aspect commercial et qui est territory manager de toute la région. Et donc, voilà, on essaie à la fois d'être sur le terrain, d'aller vous voir dans chacun de ces pays, mais on essaie aussi à distance comme ça de garder le lien en organisant des webinaires comme celui auquel vous assistez cet après-midi pour, voilà, pour échanger, discuter, pour me permettre, moi, de vous présenter du mieux possible les capacités de Vim, pour vous aider à entrevoir un peu mieux comment Vim peut vous aider, comment Vim peut apporter des réponses aux difficultés, aux problématiques que vous avez en matière de protection de données. Pour les aspects pratiques, le webinaire est enregistré, je vérifie quand même. Il est enregistré, ouais, c'est en cours d'enregistrement. Donc, vous aurez accès à l'enregistrement et la présentation, mais vous verrez que la présentation, elle est très courte. J'utilise très peu de PowerPoint en général, et sera dit oralement, et il faudra revisionner la vidéo, je pense, pour en tirer le maximum. Donc, vous recevrez le lien, la présentation également dans les jours ou les semaines à venir. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler Virtual Lab et Sure Backup. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter les concepts, vous présenter ce que c'est qu'un Virtual Lab. Et puis d'abord, on va essayer de voir ensemble quel type de problème, à quel type de problème est-ce que le Virtual Lab va apporter des réponses dans vos environnements aujourd'hui. Donc, c'est comprendre ce que c'est qu'un Virtual Lab, comprendre le principe de fonctionnement, le mode de fonctionnement, et ensuite essayer de comprendre comment ça se configure dans Vim. Okay, donc il y a la compréhension théorique, hein, les concepts, et ensuite on va essayer de transposer tous ces concepts qu'on aura vus ensemble, essayer de les transposer
en mettant en œuvre tout ça dans l'interface graphique, dans la console, pour créer un virtual lab et créer ce qu'on appelle un job de Sure Backup, une tâche de restauration, un test de restauration, un test de restaurabilité dans l'interface. Donc voilà le programme de l'après-midi. J'ai prévu 1h30. Bon, on va essayer de s'y tenir. En 1h, 1h30, ça va dépendre aussi de vos questions et de l'interaction qu'on va avoir cet après-midi. Et donc à ce propos, la session, voilà, qu'elle soit interactive. C'est vrai que vos micros sont coupés par défaut, mais c'est volontaire. C'est pour garder un peu de quiétude pour tout le monde, hein, pour le confort de tout le monde. Les micros sont coupés et vos questions, vous pouvez les poser par texte. Et donc j'essaierai de m'arrêter assez régulièrement pour regarder vos questions et puis les traiter au fil de l'eau. Donc je ne vais pas forcément attendre à la fin de la présentation pour traiter les questions. On fera des pauses comme ça pour répondre aux questions que vous aurez. Alors les questions, essayez de faire en sorte que les questions soient liées à la thématique du jour, hein, pour ne pas que ça rallonge inutilement le webinar. Si vous avez des questions qui sortent un peu du cadre du Virtual Lab, du Sure Backup, on pourra en discuter par la suite. N'hésitez jamais à me faire un mail pour me poser une question en direct. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, donc pour ce qui est des questions, essayez de poser des questions sur la thématique du jour et sur ce qu'on va voir ensemble cet après-midi. Alors, Patrice qui demande mon adresse email, c'est arnaud.kenom@vim.com. Donc arnaud.kenom, Kenom Quenum @vim.com. Alors c'est parti. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de partir là, sur le Virtual Lab, les Sure Backup et autres, juste quelques mots très courts sur Vim, histoire de planter un peu le décor et dire 2 mots de Vim pour ceux parmi vous qui ne connaissaient pas Vim du tout, hein, ça arrive, hein, peut-être que parmi les participants aujourd'hui, certains découvrent ou n'ont aucune connaissance de Vim ou commencent à peine à s'intéresser à Vim. Pour en dire 2 mots, Vim c'est le leader de la protection de données aujourd'hui. Pourquoi leader? Alors c'est pas Vim qui le dit, c'est pas nous qui l'affirmons, c'est l'outil de référence enfin l'outil de référence du marché qui donne de la visibilité sur les leaders du marché dans leur domaine d'activité. Et cet outil s'appelle le Gartner, hein, le Magic Cadran, le cadran magique du Gartner. Alors c'est un cadran qui est découpé en 4 carrés: challenger, leader, visionnaire et les acteurs les niche players. Et tout en haut à droite sont les leaders qui ont à la fois une vision et qui ont aussi une capacité d'exécution importante. Alors ça, c'est important aussi de comprendre, c'est que ce qui est apprécié quand on est tout en haut à droite du Magic Cadran, c'est d'abord la vision, hein, la vision technologique, mais c'est aussi la capacité d'exécution. La capacité ability to execute, la capacité d'exécution, c'est la capacité de l'entreprise à concrétiser les promesses ou à concrétiser sa vision, hein. La capacité à délivrer sa vision. C'est bien d'avoir de la vision, mais la vision, ce sont des déclarations d'intention, c'est très théorique, on se projette, on anticipe les besoins, mais ensuite, il faut matérialiser cette vision, il faut la rendre concrète, il faut développer des produits pour répondre à certains besoins, il faut avoir des outils stables qui fonctionnent et qui tiennent, hein, la promesse de la vision. Et sur ce point-là, vous pouvez voir que Vim est tout en haut, au-dessus des acteurs du marché, dans sa capacité à exécuter. Ability to execute, c'est la capacité de concrétiser la vision et de délivrer la vision. Les promesses sont faites, mais les promesses sont tenues, hein, c'est ce qu'il faut retenir de ce magique cadran. Donc Vim est leader de ce magique cadran pour la 6e fois consécutive. Ça fait 6 ans consécutivement qu'on est dans ce magique cadran et 6 ans qu'on a cette place de leader. Alors évidemment,
je ne vous montre pas ce magique cadran pour fanfaronner, c'est simplement pour vous expliquer de manière objective la position de Vim aujourd'hui et évidemment vous dire aussi qu'on n'est pas en train de dormir sur nos lauriers, on continue d'innover, on travaille de manière acharnée pour conserver cette place et toujours continuellement essayer de répondre à vos besoins pour apporter toujours continuellement des solutions aux difficultés, aux problématiques que vous rencontrez en matière de protection de données. Quelle est notre vision? La vision de Vim aujourd'hui, c'est celle-là. On peut la résumer de cette manière-là, de manière très simple. Vim keeps your business running. Notre vision, c'est de maintenir l'activité de vos entreprises du mieux possible, maintenir en fonctionnement vos applications, essayer de vous apporter, vous donner les meilleurs indicateurs de performance en termes de reprise, en termes de protection de données, en termes de résilience. C'est réduire les interruptions, faire en sorte que les interruptions soient les plus courtes possibles. Et ça, on va le faire sur la base de trois piliers, évidemment. On va essayer d'assurer la sécurité de vos données, évidemment en les sauvegardant dans un premier temps, mais vos sauvegardes, comme elles sont considérées comme des copies de données qui ont la même valeur que vos données de production, il faut aussi les protéger, ces sauvegardes. Et donc, Vim met en œuvre tout un ensemble de fonctionnalités, de technologies pour protéger l'ensemble de vos copies de données, la copie de production, les copies de sauvegarde, de différentes manières, avec des outils, des fonctionnalités, des bonnes pratiques qu'on aura le temps d'aborder un peu plus tard. C'est aussi la restauration, évidemment. Quand on protège, c'est pour pouvoir restituer après. Hein. Sinon, il n'y a pas de, il n'y a pas d'intérêt. La sauvegarde, la protection n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est de pouvoir restituer, c'est de vous donner la capacité de récupérer la donnée et vous permettre facilement de récupérer, de restituer l'information et la donnée lorsque vous en avez besoin et à partir de n'importe quel endroit. Donc, la restauration des données, évidemment, c'est un de nos piliers forts, majeurs, et on investit énormément de temps, de développement, d'énergie pour rendre la restauration la plus simple possible, la plus rapide possible, la plus efficace possible, en essayant de l'automatiser du mieux possible pour que ce soit quelque chose qui se fasse de manière très simple et de manière indolore. Et enfin, dernier pilier qui est aussi important chez nous, c'est la liberté qu'on veut vous donner dans vos choix. La liberté, on veut donner la liberté à vos données en évitant de vous enfermer dans une technologie particulière. Hein. Vous êtes libre de choisir le matériel avec lequel vous voulez intégrer Vim. Si vous avez déjà du matériel, on s'intègre dans l'environnement. Si vous voulez renouveler, vous avez la latitude de le faire. Que vous soyez sous VMware, Hyper-V, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez sauvegarder un environnement au départ sous VMware, restaurer sous Hyper-V, ou restaurer dans le cloud parce que vous décidez d'aller dans le cloud et que vous êtes dans des opérations et des initiatives de migration vers le cloud, vous avez cette liberté. Si vous protégez vos applications dans le cloud, vous pouvez les restaurer on-premise, hein, avec une mobilité complète entre les hyperscalers et vos infrastructures cloud. Et toute cette liberté qu'on donne à la donnée, c'est grâce à la portabilité des sauvegardes et à d'autres technologies qui permettent à Vim d'être une solution extrêmement flexible et qui facilite, je dirais, les designs d'architecture, les configurations ou l'intégration de Vim dans des environnements complexes ou des environnements distribués, par exemple. Donc, 3 piliers, data security, data recovery, data freedom. Si le détail vous intéresse, on aura le temps de les aborder une autre fois, peut-être sur d'autres webinars. On parlera spécifiquement de chacun de ces sujets. On avait déjà abordé le sujet de la restauration il y a quelques mois, où j'avais présenté les capacités de Vim sur la restauration instantanée. Mais voilà, on aura le temps d'approfondir ces sujets dans d'autres webinars. Donc voilà, je voulais juste une très courte introduction sur Vim, positionnement, vision technologique, valeurs, piliers et
on peut avancer en disant que cette vision, ce qui nous permet de la délivrer, c'est ce qu'on a appelé notre plateforme. D'accord? La Vim Data Platform, donc c'est une plateforme qui est composée de plusieurs briques, plusieurs composants. La sauvegarde sécurisée, la restauration rapide, ça c'est l'élément central de base, c'est le moteur de la plateforme, l'élément central de la plateforme, c'est le vaisseau amiral de la plateforme. Parce que sans une sauvegarde, une bonne sauvegarde, une sauvegarde fiable, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ce n'est pas une finalité la sauvegarde, mais c'est indispensable et nécessaire. C'est le point de départ. D'accord? S'il n'y a pas de sauvegarde fiable, utilisable, en bonne et due forme, on ne peut pas parler de protection de résilience hein, sans une bonne sauvegarde. Donc la sauvegarde sécurisée, la restauration rapide, c'est un pilier essentiel de la plateforme. Derrière cette brique, vous avez un produit, certains d'entre vous que vous connaissez déjà, qui s'appelle Vim Backup et Réplication, qui concentre peut-être 70 ou 80% de toutes les technologies, les fonctionnalités de la plateforme. Okay. Au-dessus de la sauvegarde sécurisée et de la restauration rapide, on a la supervision. Supervision et analyse proactive. Et l'idée avec cette brique, c'est de vous donner une visibilité complète de l'environnement dans un premier temps, dans sa globalité. Donc une visibilité sur l'environnement virtuel, mais aussi et surtout une visibilité complète et optimale sur l'infrastructure de sauvegarde, l'environnement de sauvegarde. D'accord ? Vous allez pouvoir superviser tout ça, vous allez pouvoir faire du reporting, vous allez pouvoir faire de l'analyse, vous allez pouvoir regarder un peu dans le rétroviseur pour savoir ce qui s'est passé sur l'environnement de sauvegarde sur la dernière année, sur les 2 dernières années. Vous allez pouvoir sortir des statistiques. Et tout ça avec beaucoup de simplicité. Les rapports avancés que vous récupérez, vous les obtenez en quelques clics. Vous pouvez les avoir sous format Word, Excel, PowerPoint, hein, avec des couleurs, des graphiques. Donc des choses qui sont très lisibles, qui sont utilisables, exploitables par des profils qui sont plutôt des profils non opérationnels, hein, un DSI, un directeur financier capable d'exploiter ces informations-là, ou en tout cas vous êtes capable, vous, si vous êtes administrateur de la sauvegarde, vous êtes capable de les transférer, de les partager avec les personnes qui ne sont pas dédiées à l'opérationnel chez vous, pour avoir une lecture ou en tout cas avoir une meilleure connaissance de l'état de santé de la stratégie de protection de données dans sa globalité. Et puis au-dessus, pour finir, le dernier composant ou la dernière brique de la plateforme, c'est l'orchestration de la restauration. Alors ça, c'est un vaste sujet qu'on abordera, si vous êtes toujours aussi assidus, la semaine prochaine. Hein, pour le prochain webinaire de la semaine prochaine, on parlera spécifiquement du disaster recovery, de la reprise d'activité, de manière simple, et puis on ira sur des choses un peu plus avancées lors de la 3e session, enfin le webinaire dans 15 jours. Donc l'orchestration de la restauration, c'est tout ce qui va vous permettre d'envisager facilement une reprise d'activité sur un site secondaire ou dans le cloud, par exemple. Hein, si vous avez déjà un pas dans Azure, par exemple, si vous avez déjà des VM, Azure VM, vous avez des applications qui sont développées dans Azure, vous pouvez envisager une reprise d'activité totale ou partielle dans le cloud de Microsoft, en utilisant les outils Vim, hein, qui vont prendre en charge l'opération, qui vont orchestrer la reprise. Donc, quand on parle d'orchestration de la reprise, c'est toutes les opérations qui permettent d'automatiser les tâches, de réduire les opérations manuelles, de générer la documentation et de fiabiliser la reprise d'activité en mettant aussi en évidence des indicateurs de performance de la reprise d'activité, hein, des RTO, des RPO, qu'on peut visualiser de manière assez simple. Donc, orchestration de la restauration, alors c'est écrit restauration, mais on peut assurer une reprise d'activité à partir de la sauvegarde, mais à partir aussi de la réplication. Vim faisant de la réplication de machines virtuelles, vous pouvez assurer une reprise d'activité comme ça grâce à la réplication de Vim. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. On aura dès la semaine prochaine du temps pour approfondir tous ces sujets. Donc, cette plateforme, la Vim Data Platform,
Centralisé, permettant de gérer l'ensemble de vos workloads, machines physiques, x86, Unix, machines virtuelles, avec quasiment tous les hyperviseurs du marché. En tout cas, 99% des plateformes de virtualisation du marché sont intégrées, VMware, Hyper-V, Nutanix, AHV, Red Hat, virtualisation aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des applications, vos applications classiques, applications d'entreprise, vos bases de données, les applications SaaS, Microsoft 365, Salesforce. Et puis, si vous avez commencé à être consommateur de cloud, évidemment, ce sont aussi des données qu'on sait protéger, notamment protection des environnements AWS, protection Azure, Google Cloud et Kubernetes. Hein, si vous avez déjà commencé l'aventure container, sachez que c'est un sujet qu'on maîtrise aussi avec une technologie de pointe qui est très très en avance sur tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc la sauvegarde des containers Kubernetes, et c'est un sujet sur lequel nous sommes très en avance. Donc voilà un peu, planter le décor, qui est Vim, la vision, comment on délivre cette vision avec la Vim Data Platform, les différents composants. Donc à l'intérieur, vous avez évidemment des produits, des fonctionnalités. Je ne les ai pas tous évoqués parce que c'est pas le but du meeting, c'est pas de donner trop de termes techniques, mais à l'intérieur de la plateforme, vous avez Vim Backup et Application, vous avez Vim One, qui est la solution de monitoring et de reporting, et vous avez Vim Recovery Orchestrator pour l'orchestration de la reprise d'activité basée sur la sauvegarde ou de la réplication avec Vim, ou même réplication storage. Hein. Si vous utilisez plutôt la réplication au niveau baie de stockage, Vim Recovery Orchestrator peut aussi être utile et vous aider à assurer une reprise d'activité sur votre site secondaire. On verra tout ça la semaine prochaine si vous êtes toujours là. Ok, alors, je regarde juste s'il y a des questions. Ok, pas de questions. Pas de questions jusque-là. Ok, bon, ben on va passer au vif du sujet. Alors, pour introduire un peu les choses sur le sujet et la thématique du jour, je voulais faire un rappel pour certains c'est un rappel, peut-être que pour d'autres ça n'en est pas un. Mais je voulais parler d'une règle fondamentale, c'est une règle d'or, c'est voilà, c'est comment dire, une bonne pratique lorsqu'on parle de protection de données et de sauvegarde. C'est la règle du 3-2-1. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu parler forcément de cette règle. Si vous vous intéressez à Vim, vous avez forcément rencontré ces trois chiffres, 3-2-1. Ce n'est pas Vim qui a inventé cette règle, mais en revanche, on a beaucoup travaillé à la populariser, à la vulgariser depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années. C'est devenu un standard qui permet de définir des cadres et une certaine méthodologie lorsqu'on pense et lorsqu'on travaille sur des designs, des architectures ou des stratégies de protection de données. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette règle? C'est très simple, 3 copies de données, le 3 copies de données différentes. Alors il y a un piège dans le 3 toujours, c'est que la première copie, c'est la copie de production. C'est pas des photocopies comme la dernière fois j'étais à Douala, je crois, mais voilà, ça va créer un peu quelques confusions. 3 copies, c'est pas des photocopies. En fait, c'est 3 copies de données. Et la première copie des 3, c'est la copie initiale, hein, la copie originale, celle de production. D'accord. Donc 3 copies de données, 2 supports distincts ou 2 médias, 2 types de stockage différents. On peut peut-être dire 2 types de stockage différents. C'est-à-dire qu'il faut stocker les sauvegardes sur des types de stockage différents. Disque, sauvegarde sur bande, stockage sur disque, stockage sur bande, stockage sur disque, stockage dans le cloud, ou 2 fois stockage disque, mais en essayant d'avoir ou de trouver des différences entre les types de stockage. Okay, donc 2 supports distincts, 2 types de stockage différents. Le 1, c'est pour l'externalisation, au moins une sauvegarde externalisée ou hors site. D'accord, donc 3, 2, 1. On a complété cette règle et on a rajouté, Vim a rajouté 2 chiffres supplémentaires pour rendre cette règle encore plus résiliente, voilà, pour que la résilience soit meilleure.
surtout dans le contexte actuel de menaces de type cyber. Et parmi ces menaces, la menace ransomware, évidemment, ce qu'on a rajouté, c'est un supplémentaire pour insister sur la nécessité d'avoir au moins un support de stockage qui soit inaltérable ou immuable. Vous avez tout un ensemble de terminologie et de sémantique aujourd'hui qui existe autour de ça, mais c'est simplement les supports de stockage qui vont empêcher que des sauvegardes soient supprimées pendant une certaine période. Donc vous définissez une rétention et personne ne peut supprimer la sauvegarde, même pas l'administrateur. C'est fait pour ça, c'est pour se protéger de la suppression des sauvegardes par le hacker qui arriverait à pénétrer vos systèmes d'information, à obtenir des privilèges élevés, l'empêcher de supprimer les sauvegardes qui sont stockées sur les sauvegardes qui sont stockées sur les différents stockages. Ok, donc une copie inaltérable. Et pour finir, 3, 2, 1, 0. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais c'est bien de finir par 0. Le 0 de la règle, il est présent pour souligner l'importance et insister sur l'importance de faire des tests de restauration pour s'assurer de la restaurabilité de ces sauvegardes. La seule manière de garantir à 100% que vos sauvegardes sont restaurables, garantir une restaurabilité complète et totale, la seule manière d'y arriver, c'est de faire des restaurations complètes et totales. De simuler des restaurations complètes, de faire des restaurations complètes de vos serveurs, démarrer le serveur, démarrer l'OS, démarrer les applications, simuler de l'activité sur les applications comme en situation réelle, et ensuite en tirer des conclusions. C'est la seule manière de garantir la restaurabilité complète et totale de vos sauvegardes. Ok ? Zéro erreur à l'issue des tests automatiques de restaurabilité. Quel est le problème en général? Le problème, c'est que tout ça, ce sont des principes de base que vous savez, vous connaissez, que vous maîtrisez, vous êtes sensibilisé en général à tout ça, à la nécessité de faire des tests de restauration en tout cas. Mais la difficulté souvent pour vous, et c'est souvent ce que j'entends quand je pose la question, quand je discute avec nos clients, les tests de restauration ne sont pas assez fréquents. Ce n'est pas par négligence, mais c'est parce que c'est des opérations qui en général sont chronophages, qui prennent du temps, qui mobilisent des ressources, qui ne sont pas indolores, qui sont lourdes à mettre en œuvre, parce qu'il faut des ressources de stockage dans l'environnement, puisqu'il faut restaurer, donc il faut du stockage pour restaurer. En réalité, à la fin de la restauration, on se trouve avec 2 fois la donnée sur le stockage, donc il faut du stockage en double quasiment pour pouvoir restaurer et faire ces tests-là. Donc déjà, s'il n'y a pas assez de stockage, il y a déjà une contrainte, c'est disponibilité de stockage pour restaurer. Ensuite, quand il faut restaurer de manière effective et complète, on ne peut pas restaurer n'importe quel moment de la journée, au risque de créer des conflits, ne fût-ce que sur le plan réseau, qui entraîneraient des coupures et des indisponibilités de certaines applications. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévoir, il faut faire des arrêts planifiés, il faut planifier des interruptions, parfois le soir, le week-end, ou une fois par an, 2 fois par an, parce que c'est beaucoup trop contraignant. Et ensuite, c'est des opérations qui peuvent prendre du temps et mobiliser des ressources, qu'il faut le faire manuellement, restaurer, démarrer, machine par machine. Et donc, ça prend du temps, ça mobilise des personnes qui restent le soir, qui restent le week-end. Parfois, ça, c'est des projets qui s'étalent sur des semaines entières pour pouvoir être faits. Donc, toutes ces contraintes-là, toutes ces difficultés-là, en tout cas, ont une incidence et un impact direct sur la fréquence des tests de restauration. C'est pour cette raison-là que, en général, tous les clients avec qui je discute aimeraient bien faire beaucoup plus de tests de restauration. Ah, il y a Yves qui m'indique que le son ne passe plus. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, RS, ok. Bon, donc je pense, Yves, le problème semble être chez toi. Ouais, ok. 5 sur 5 pour tout le monde, parfait. Donc, je disais,
Et donc voilà, tous les clients avec qui je discute en général me disent, «Ouais, on aimerait bien faire plus de tests, des tests beaucoup plus, réguliers, récurrents, pour être, beaucoup plus confiant et serein dans notre capacité à restaurer. Mais c'est contraignant. Il faut mobiliser des gens, hein, il faut des procédures, il faut du stockage et puis, il faut faire ça le soir, le week-end, donc ça a un coût pour l'entreprise aussi, vous voyez? C'est pas simple. Et donc, ce qui peut être, hein, je n'affirme rien, il faudra l'évaluer, de manière spécifique dans vos environnements et dans vos contextes respectifs. Hem, Peut-être que Vim a une solution, peut-être que Vim a une aide, peut-être que Vim peut vous aider dans cette, par rapport à cette problématique pour vous aider à faire des tests beaucoup plus fréquents et beaucoup plus réguliers. Et c'est ce qu'on va voir. J'espère qu'à la fin de la présentation, certains d'entre vous, une majorité, mais peu importe, hein, j'espère que vous aurez, une compréhension et que vous aurez des idées pour faciliter les tests et j'espère que tout ça vous permettra de gagner en sérénité et en faisant des tests beaucoup plus réguliers, en automatisant les tests, de restaurabilité. Donc la promesse de Vim, elle est, double, peut-être triple. La première, c'est de lever la première contrainte. La première contrainte que j'ai évoquée, c'est le besoin d'avoir du stockage. Vous allez voir que, avec les mécanismes Vim, pour faire des tests de restauration, vous n'avez pas besoin de prévoir du stockage supplémentaire. Vous allez voir pourquoi. Donc, premièrement, cette contrainte, on va la lever. Deuxièmement, vous allez voir que ce ne sera pas nécessaire non plus avec Vim d'interrompre la production ou de planifier des arrêts des applications en production pour pouvoir restaurer. Vous verrez pourquoi. Comment on arrive à lever cette contrainte et permettre une restauration en journée, à n'importe quel moment de la journée. Et pour finir, vous verrez que les opérations manuelles sont réduites à leur strict minimum, parce que la tâche et l'opération de test, elle peut s'automatiser. On peut automatiser tout le processus de manière à ce que ce soit Vim qui démarre un certain nombre de choses, soit Vim qui gère le démarrage ou la restauration de manière automatique et que Vim derrière fasse des tests, des vérifications prédéfinies ou des vérifications que vous aurez écrites pour Vim, hein, que vous aurez fournies à Vim pour lui faire des choses un peu spécifiques ou peut-être des tâches un peu plus complexes ou avancées sur certaines de vos applications. Mais tout le processus peut être automatisé. Ça permet non seulement de réduire du temps, ça permet de le faire beaucoup plus vite, mais ça fiabilise aussi les tests. Hein, si on réduit les opérations manuelles, on réduit mécaniquement les erreurs potentielles. En général, la machine, les logiciels et les algorithmes font moins d'erreurs que les humains. Donc, confier les choses à un algorithme, à un logiciel, ça fiabilise davantage les opérations et ce type de, de, d'opérations, de tests, de restauration. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question avant d'aller dans le vif du sujet? Cette fois-ci, on va vraiment aller entrer dans le vif du sujet. La copie inaltérable se fait sur quel support? Question de Léo Caddy. La copie inaltérable se fait sur quel support? Alors, la copie inaltérable, elle peut se faire sur... il y a plusieurs supports. Alors, c'est inaltérable ou offline, déconnecté. Parfois, on parle de air gap. Air gap, c'est tous les supports qui permettent d'avoir en fait une déconnexion, qui permet d'avoir un, je sais pas comment on peut dire, un espace, de l'air entre l'infrastructure source et le stockage. Donc Vim a une réponse. Vim peut vous permettre, à partir d'un repository basique, un serveur avec du stockage très simple, avec un Linux configuré dessus, Vim peut vous permettre d'activer de l'immuabilité. Hein, on parle de repository durci ou Arden Linux Repository, donc c'est un serveur Linux qu'on intègre dans Vim et qui va apporter cette immuabilité-là, empêcher la suppression des sauvegardes même lorsqu'on est administrateur du serveur de backup Vim pendant une certaine période. Ensuite, l'immuabilité peut être aussi apportée avec d'autres types de stockage. Plusieurs constructeurs sur le marché aujourd'hui qui embarquent directement des fonctionnalités, des mécanismes d'immuabilité, d'inaltérabilité sur le stockage, sur les baies de stockage directement. La sauvegarde sur bande aussi, c'est une possibilité. L'avantage de la bande, c'est de faire du offline.
C'est le média par excellence pour avoir un support déconnecté, à condition de retirer la cassette du drive à la fin de la sauvegarde, mais ça, Vim peut éjecter la cassette. Ensuite, vous avez un robot, ça va le gérer. Mais voilà, il faut sortir la cassette pour la ranger dans le tiroir ou l'externaliser sur un autre site. Et puis, il y a le cloud aussi. Le cloud, c'est aussi une alternative intéressante qui permet d'avoir de l'inaltérabilité. Si vous sauvegardez vers du stockage objet, par exemple du S3 Amazon ou du Blob Azure, nativement, le stockage objet dispose de fonctionnalités d'immuabilité, hein, qui permettent de verrouiller en fait les objets pendant une certaine période, et donc les sauvegardes qui sont copiées sur ces objets sont verrouillées et personne ne peut les supprimer. Et donc ça c'est de l'immuabilité embarquée directement au niveau des API S3 si on est chez AWS ou Blob chez Microsoft Azure. Voilà, donc ça va les différentes possibilités. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est grosso modo Léo Caddy, pour ta question, grosso modo, ce sont les possibilités qui sont offertes. Ok, alors, on va avancer. Alors, c'est quoi un Virtual Lab? 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 Le Virtual Lab, c'est... on va essayer de le comprendre en faisant des dessins. On va faire de whiteboard, ça va être plus simple pour comprendre un peu ce que c'est le Virtual Lab. Alors, Virtual Lab, il faut savoir juste pour la sémantique, c'est l'appellation historique de ce qu'on va voir. Mais vous verrez aujourd'hui que dans certaines documentations ou dans certains, sur nos sites web, vous verrez parler de Data Lab. C'est exactement la même chose. Techniquement, c'est pareil, c'est le même mécanisme, c'est la même fonctionnalité, c'est la même technologie. On a simplement voilà, changé l'appellation. On parle de Virtual Lab ou de Data Lab, mais voilà, les deux termes renvoient à exactement la même chose. Alors, c'est quoi le Virtual Lab? On va essayer de voir ça. L'objectif, c'est en fait pour disposer d'un environnement. Vous avez vu que pour les tests de restauration, il y a deux difficultés majeures qui sont remontées par nos clients. On sait ce qui nuit en fait à une fréquence de tests régulière. C'est premièrement le fait ou la peur, le risque de créer des conflits réseau lorsqu'on fait une restauration. Restaurer le serveur, vous créez un conflit avec son équivalent en production, hein, l'application qui est en production. Et donc, pour empêcher les conflits réseau, eh bien, on va créer une isolation réseau. On va créer une étanchéité entre le réseau de production et le réseau dans lequel on souhaite faire les tests de restauration. D'accord? Juste ça. On va créer cette isolation, cette espèce de bulle qui est étanche et isolée. Et dans la bulle étanche, on va restaurer les machines pour faire les tests de restauration. Et comme ça, pas besoin, aucun risque de conflit avec les applications en production. Et donc, plus besoin de faire ça le soir ou le week-end ou de planifier longtemps à l'avance. On peut faire des tests de restauration, on peut étaler les tests de restauration sur toute la journée, pourquoi pas, sans risque de créer des conflits. Alors, comment ça marche? Alors déjà, le principe, le point de départ, c'est ici, vous avez des machines virtuelles sur différents hyperviseurs. Alors, HV, je vais le barrer parce que c'est un peu particulier. HV, c'est encore un peu particulier. On verra le détail plus tard. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez des machines physiques, x86. Donc, je vais les représenter ici. Ce sont vos machines physiques, Windows, Linux, x86. Ces machines, elles sont sauvegardées ici, dans un repository Vim. On n'a pas besoin d'avoir plus de détails sur le repository, peu importe. Hein, peu importe le type de stockage, la précision n'est pas indispensable. Donc, ici, ça, c'est sauvegardé. Je vais mettre un petit B. Et ça, c'est sauvegardé là-dessus. Et backup. Donc, l'idée, ou l'objectif, c'est d'assurer les tests
des tests de restauration de ces 4 VM. Hein. On va supposer que ces 4 machines virtuelles, elles sont utilisées pour fournir un service applicatif. Je ne sais pas, prenons... Ah, je ne vois pas l'image. Je ne vois pas l'image. Est-ce que vous voyez mon schéma? Quelqu'un qui me dit qu'il ne voit pas l'image. Ok, parfait. Merci, merci Benjamin, Patrice. Ok. Donc Boubou, le problème est encore une fois chez toi. Bon, très bien. Ok, donc tout ça c'est sauvegardé dans le repository. Donc je disais, l'objectif c'est assurer la restaurabilité. On veut s'assurer que les sauvegardes de ces 4 machines virtuelles qui sont stockées ici soient en bon état et soient restaurables le moment venu. Donc, ce qu'il faut faire, test de restauration. On prend les sauvegardes et on restaure. Ce que Vim va proposer, c'est de faire ça. C'est-à-dire de créer un environnement isolé. Un environnement isolé comme ça, je vais le représenter ici par un petit nuage, c'est pas du cloud, c'est juste un environnement isolé. Ici, donc on va me positionner ici, juste au-dessus des sauvegardes. Et cet environnement, il va s'appeler Virtual Lab. C'est ça le Virtual Lab. Donc c'est un environnement isolé d'un point de vue réseau. Quand je dis isolé, c'est vraiment d'un point de vue réseau. C'est-à-dire que tout ce qui sera démarré à l'intérieur du Virtual Lab n'aura aucune existence en dehors du Virtual Lab. Tout ce qui est dans le Virtual Lab, sur le plan réseau, n'a aucune existence sur le plan réseau à l'extérieur. Donc, aucun risque de conflit si on démarre la même VM dans le Virtual Lab, aucun risque de conflit avec son équivalent en production. Ça, c'est la première technologie, le premier mécanisme utilisé, c'est le Virtual Lab, c'est cet environnement isolé. Ensuite, Vim va utiliser une autre technologie historique chez Vim, une des technologies les plus emblématiques de Vim, c'est une technologie qu'on appelait à l'époque, s'appelait vPower, la technologie qui est à la base de l'instant recovery que vous connaissez, peut-être ou pas, mais simplement, c'est la capacité de Vim à pouvoir démarrer directement depuis la sauvegarde des machines, virtuelles ou physiques. C'est-à-dire, Vim peut démarrer des VM directement depuis la sauvegarde, sans faire de restauration dans un premier temps. Donc, on démarre directement les machines virtuelles depuis la sauvegarde. Cette technologie, qu'est-ce qu'elle, dans le contexte des tests de restauration, ça évite de faire quoi? Ça évite de faire ça, cette opération-là. De partir d'ici et de restaurer la VM ici sur son stockage, vous voyez, ici. Parce que si je fais une restauration complète, bah, je dois passer d'ici à aller là, et il me faut ici, sur le stockage ici, il me faut du stockage de l'espace disponible. Et ça, c'est une des contraintes, des difficultés que vous avez en général qui qui empêche ou qui vous contraint à faire, à faire moins de tests que souhaité. Donc, je reviens en arrière, pas de restauration. On va démarrer directement les machines depuis la sauvegarde. Donc je mets une flèche ici, démarrage direct depuis la sauvegarde. Et dans mon Virtual Lab, vous allez avoir ici les 4 machines ici, qui vont être démarrées. Et même les machines physiques vont être démarrées, en VM par contre. Donc, les machines physiques Windows ou Linux, elles vont être démarrées directement depuis la sauvegarde, mais en machine virtuelle. Donc il y a une conversion P2V qui est réalisée par Vim pour pouvoir aussi faire des tests de restauration de machines physiques qui ont été sauvegardées par Vim. Donc là, je vais mettre ici, on va mettre machine physique à l'intérieur. Voilà. Voilà le principe du Virtual Lab. Alors, donc, une fois que le Virtual Lab est démarré, que les VM sont démarrés, d'abord l'environnement étanche est créé, on verra dans les détails, on verra techniquement comment cette étanchéité se crée, se met en œuvre. Mais l'environnement Virtual Lab est créé et ensuite les machines sont démarrées directement depuis la sauvegarde. Donc c'est la combinaison de deux choses, le Virtual Lab pour l'environnement isolé et le vPower,
capacité de Vim de démarrer des machines directement depuis la sauvegarde qui permet de, je dirais, de supprimer ou de lever les 2 contraintes majeures que j'ai évoquées au départ, qui vous empêchent de faire des tests plus réguliers. Donc pas besoin de stockage supplémentaire, puisqu'on démarre directement depuis la sauvegarde. Il n'y a pas de restauration, donc pas de stockage nécessaire. Et pas besoin d'interrompre la production pour faire les tests, grâce à l'isolation, grâce au Virtual Lab créé automatiquement par Vim. Une fois que le Virtual Lab est déployé, créé de cette manière, il y a différentes manières de l'utiliser. Il y a différents use cases, différents cas d'utilisation. On peut utiliser ça de différentes manières. La première, bah, c'est le sujet du jour, c'est-à-dire que une fois que ça s'est fait, Vim va faire, on peut lui dire à Vim de faire un certain nombre de vérifications, de tests, de s'assurer que l'OS a démarré, de s'assurer que le ping répond, de faire des tests au niveau des ports applicatifs, hein, des applications dont les ports sont connus. Et donc tout ça, c'est des choses prédéfinies. Vim, il suffit de cocher des cases pour que Vim le fasse automatiquement. Vous pouvez aussi injecter, intégrer, importer des scripts et les fournir à Vim pour faire des choses un peu plus complexes et avancées. Okay, et ça, c'est la première manière d'utiliser cette fonctionnalité. Donc là, Vim va faire des tests et puis il va générer un rapport. Et ça, c'est Sure Backup. Donc, Sure Backup, c'est simplement la réalisation de ces tests-là automatiques. On va créer un job, c'est une tâche qu'on va exécuter, je sais pas, toutes les semaines, tous les jours, pourquoi pas. Après chaque sauvegarde, on peut décider de faire ce test-là. Après chaque sauvegarde, on peut. Dire spécifiquement à Vim ce qu'il doit faire. Démarrer, quels sont les VM qu'il doit démarrer dans l'environnement isolé, quels sont les tests qu'il doit réaliser, ainsi de suite. Il y a une préconfiguration, on peut lui dire de faire du Secure Restore par exemple, c'est l'analyse antivirus. Hein. Vous connaissez notre intégration antivirus qui permet d'analyser pour détecter des malwares ou des choses comme ça. On va vérifier l'intégrité des disques pour s'assurer qu'il n'y a pas de corruption au niveau des disques virtuels des VMDK. Donc tout ça, ce sont des vérifications qu'on renseigne dans le job de Sure Backup. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. C'est test automatique de restauration. Mais il y a aussi un use case simple. Vous pouvez faire tout ça manuellement. Le Sure Backup, c'est une facilité offerte par Vim. Vim qui va prendre en charge les opérations et automatiquement on va faire tout le travail de vérification, de démarrage, de restauration. Mais rien ne vous empêche, vous, une fois que vous avez déployé le Virtual Lab, de faire des opérations manuelles, par exemple, en étant ici, en étant ici, par exemple, c'est à l'extérieur, vous avez la possibilité de rentrer dans l'environnement étanche. Rentrer dans l'environnement étanche pour, par exemple, faire des opérations manuelles. Vous connectez sur les serveurs pour tester à la main manuellement un certain nombre de choses. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Sure Backup de Vim. Vous pouvez, une fois que l'environnement, le Virtual Lab est déployé par Vim, vous vous connectez directement via le client vSphere, vous vous connectez sur les machines, vous faites vos tests, vous vous assurez que tout fonctionne, vous faites des simulations, vous exécutez des scripts, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Vous pouvez aussi, on peut se servir aussi de ça pour faire des tests. Par exemple, j'ai des clients qui font ça pour tester par exemple des patchs de sécurité de Microsoft sur des serveurs Windows, des clusters SQL par exemple. Ils vont d'abord déployer cet environnement-là, ouvrir une porte vers l'extérieur pour permettre aux machines de télécharger les mises à jour de Windows Update, et ensuite les patchs sont appliqués, on s'assure que tout fonctionne, et une fois que c'est fait, on réinitialise le Virtual Lab et on a beaucoup plus de sérénité à appliquer le patch sur la production. J'ai d'autres clients qui utilisent le Virtual Lab pour de la formation. Voilà. Comme ça, ils se mettent à disposition des environnements pour, de manière ponctuelle, travailler sur une base de données ou se former. Certains clients fournissent ces environnements-là aux responsables applicatifs, au DBA par exemple. Le DBA Oracle, le DBA SQL a peut-être besoin de manière
ponctuel, encore une fois, pas, c'est pas une fonctionnalité qu'il faut, laisser, fonctionner en parallèle de la production, hein, attention, c'est pas de la pré-prod ou de la recette, c'est pas fait pour ça. Mais pour un usage ponctuel, la mise à disposition de Virtual Lab peut être utilisée par un DBA, par exemple, pour tester un certain nombre de choses, dans un environnement qui est étanche, qui ne présente aucun risque et qui peut être réinitialisé, dès que l'opération ou dès que les opérations sont terminées. Tous ces scénarios-là, tous ces use cases, on les a regroupés sous le terme de Sandbox on Demand. Sandbox on Demand. Donc c'est un environnement, bac à sable, sandbox, qui peut être utilisé pour, vous permettre de faire, voilà. Après, libre à vous les scénarios, les cas d'usage sont nombreux, mais c'est un environnement équivalent à la production. C'est exactement les mêmes machines que la production, mais l'avantage, c'est que le temps de déploiement, il est rapide, parce qu'il n'y a pas de restauration. On démarre ces machines directement depuis la sauvegarde, premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que il y a une isolation réseau, donc il n'y a aucun risque de conflit d'adresse IP, de choses comme ça qui risqueraient d'impacter la production. Donc, le Virtual Lab, c'est en réalité, il y a 3 use cases. Il y en a un troisième ici que je vais regrouper là. Je vais le mettre là, qui s'appelle attends, je vais y arriver. Sure Replica. En fait, Sure Replica, c'est le Sure Backup, mais sur des réplications Vim. Vim fait de la réplication de VM. Et on peut répliquer des machines virtuelles vers un autre hyperviseur sur un site secours, par exemple. Et le principe est le même, c'est que le Sure Replica, c'est qu'on va démarrer des machines, non pas depuis la sauvegarde cette fois-ci, mais on va démarrer les réplicas. Vous voyez, ici, la source, ce sera, je vais le mettre rapidement ici, pour le Sure Replica, la source, c'est un autre hyperviseur, l'hyperviseur de site secours, qui est là. Donc ça, ce sont les réplicas. Je vais mettre REPL, j'espère que vous arrivez à lire mon schéma encore. Et Sure Replica, on va dire que ça c'est 2, qui est là. Là on a le 1, c'est Sure Backup. Et Sandbox on Demand. Donc c'est le même principe. Sure Replica, Sure Backup, c'est le même principe, c'est simplement la source qui diffère. Sure Backup, la source c'est le backup. Hein, on démarre les VM depuis le backup. Sure Replica, pareil, on crée un Virtual Lab, on démarre des VM, mais ce sont les réplicas qu'on démarre à l'intérieur de cet environnement-là. Donc c'est Sure Backup, Sure Replica et Sandbox on Demand. Ce sont les 3 types d'usage, de manière d'utiliser le Virtual Lab avec Vim. Okay, bon, j'espère que vous y voyez plus clair. Je vais voir tout de suite avec les questions. Est-ce que les sauvegardes faites sur bande peuvent être démarrées aussi dans le Virtual Lab depuis la bande? Ah, c'est une bonne question d'Emmanuel. Est-ce que les sauvegardes faites sur bande peuvent être démarrées aussi dans le Virtual Lab depuis la bande? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que, alors, faut savoir que la bande, c'est un média particulier, voilà, avec des caractéristiques particulières en termes de performance et autres. La réponse est clairement non. Tout ce qui est Sure Backup, Sandbox on Demand à partir d'un Virtual Lab, il faut que le stockage soit un stockage disque classique, traditionnel. D'accord? Pourquoi? Parce que la bande n'est pas adaptée la bande ne va pas fournir des performances convenables pour tout ce qui est lecture de type aléatoire. Bon, je rentre peut-être dans trop de détails techniques, mais les bandes sont très performantes pour faire du séquentiel. C'est-à-dire que pour écrire des données de manière continue, aligner les informations les unes à la suite des autres. Ça, les bandes sont très performantes. Par contre, lorsqu'il faut faire de la lecture à différents endroits sur la bande, sur le média, ça devient compliqué pour les bandes. Parce que la tête, elle doit se déplacer, elle doit aller en avant, revenir en arrière, et c'est pas adapté pour. Et donc les performances de lecture aléatoire sont pas suffisamment bonnes pour envisager ce type d'opération. Hein. Là, on démarre les machines depuis la sauvegarde. Donc Vim, à l'intérieur des fichiers de sauvegarde, il fait des lectures aléatoires. Hein, les VM, les blocs de VM sont répartis à différents endroits dans le fichier. Et donc Vim fait des lectures aléatoires. Et faire cette opération-là sur de la bande donne des performances qui sont beaucoup trop mauvaises pour l'envisager. Donc il faut oublier faire du Virtual Lab, du Sure Backup depuis la bande, ce n'est pas possible.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les ressources de Virtual Lab en matière de stockage RAM, exemple. Ouais, question alors pour les ressources de Virtual Lab. Alors ça aussi, c'est une bonne question. Ça me permet de parler d'une chose, c'est que, les machines qui sont démarrées dans le Virtual Lab, en fait, je vais mettre un pointillé ici, les machines, elles sont vous voyez, elles sont là. Elles sont exécutées, en fait, sur l'hyperviseur. Donc elles vont consommer des ressources, les ressources du cluster, Hyper-V ou VMware. D'accord? Maintenant, il y a différentes approches. On peut très bien dédier des clusters pour les opérations de test. On peut réserver des ressources sur le cluster de production ou utiliser un cluster composé de quelques ESX. Donc il y a différentes manières de régler les problèmes. Et autre chose, vous pouvez, sur les machines qui sont démarrées ici, vous pouvez réduire l'allocation de mémoire allouée. Dire, bah, je vais allouer uniquement 10% seulement de RAM sur ces machines virtuelles, 10% de la mémoire allouée en production, allouée sur les machines à l'intérieur du Virtual Lab, pour réduire la consommation des ressources des machines qui sont démarrées dans le Virtual Lab. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai une question. Quand on dit Virtual Lab, c'est une nouvelle machine avec des ressources très puissantes afin qu'ils puissent démarrer les machines restaurées. La question de Joubert. Le Virtual Lab, oui. Alors, quand on dit Virtual Lab, est-ce que c'est une nouvelle machine avec des ressources très puissantes afin qu'ils puissent démarrer les machines restaurées? Donc, ça rejoint ma réponse de tout à l'heure, Joubert. Euh, le compute utilisé pour exécuter les machines dans le Virtual Lab, ce sont les computes qui sont ici, d'accord? Sur l'infra Hyper-V ou VMware, sur le cluster de virtualisation. Donc, c'est des machines qui sont vraiment exécutées sur la couche de virtualisation ici. Donc, ce sont ces ressources compute qui sont utilisées. C'est tout. Après, il n'y a pas de stockage utilisé puisqu'elles sont démarrées directement depuis la sauvegarde. Par contre, l'isolation ici, là, le Virtual Lab est créé par une toute petite machine virtuelle, Vim. C'est une toute petite VM qui prend vraiment pas beaucoup de ressources. C'est une toute petite machine virtuelle qui va créer cette isolation-là en utilisant des mécanismes réseau. Pas tout détailler, ce qui n'est pas l'objet, mais les mécanismes utilisés, c'est de la translation NAT. Alors, on fait de la translation, c'est un petit routeur Linux qui est déployé par Vim, qui va faire de la translation NAT, donc va modifier un certain nombre de choses modifiées dans les paquets IP, l'adresse IP du destinataire, donc il va transformer un certain nombre de choses pour acheminer le trafic dans un sens, mais pas dans un autre. D'accord? Donc cette isolation, la technologie, enfin techniquement, ce qui se cache derrière le Virtual Lab, c'est une petite VM Vim qui est déployée automatiquement par Vim. On verra tout à l'heure, là, je vais faire une petite démo, qui permet de créer cette isolation en utilisant des switches virtuels Hyper-V ou VMware, donc des switches internes qui n'ont aucune connexion vers l'extérieur, hein, pas de carte réseau, pas d'uplink. Donc ça permet comme ça d'isoler les machines, elles sont déjà isolées. Et ensuite, les communications réseau vont être régies par ce petit routeur NAT déployé par Vim pour créer l'isolation, permettre euh, que les flux retournent, mais pas les flux initiés depuis le Virtual Lab. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Les sauveurs peuvent restaurer sur le Virtual Lab. Les scale backup story peuvent être restaurés. J'ai pas bien compris la question, mais je pense oui, bien sûr. Ici, ça peut très bien. Ici, on peut avoir un sauber, un scale backup repository. Ça change strictement rien. Ce sera exactement. Donc ça peut être un repository standard, classique, ou un scale-out repository. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Question de Léger. Avec la V12, c'est possible de faire les réplicas avec des plateformes de virtualisation différentes. Ah! Alors ok, alors Léger, c'est une bonne question, mais qui pas tout à fait liée à la thématique du jour. Mais la réponse est non. Non. Pour ce qui est de la réplication, il faut qu'à la source et à la destination, les hyperviseurs soient identiques. Ok. Qu'est-ce que Virtual est mieux que TAPE? J'ai pas compris la question avant si tu pouvais repréciser. Virtual Lab est mieux que TAPE? J'ai pas compris. Question de Hamza. Quels sont les hyperviseurs compatibles avec Virtual Lab? Est-ce que les sauvegardes réalisées sur HV sont incluses dans Virtual Lab? Ah, bonne question. Pas encore. Le Virtual Lab fonctionne pour VMware, vSphere et Hyper-V. AHV ne bénéficie pas encore de ces capacités-là, mais ça va venir.
ça va arriver. On est en train d'intégrer, ou en tout cas Nutanix est en train de travailler progressivement depuis pas mal d'années comment dire, pour avoir des API et enfin faciliter ce type d'opération-là pour, euh, pour Vim, par exemple. Okay, donc ça va venir. Il y a déjà de l'instant recovery, pour AHV déjà. Ça, c'est arrivé dans les versions récentes. Le Virtual Lab fait partie des choses qui sont sur la roadmap pour Nutanix AHV. AHV, ok, pas mal de questions sur AHV. Question de Benamar. Comment on peut créer le Virtual Lab? C'est simple à déployer. Je vois que Benamar est impatient, on va le voir là. On va voir dans la démo. N'y aurait-il pas de conflit avec les machines en production lors du démarrage des machines dans Virtual Lab? Non, justement, Soufiane, c'est le principe. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit à cause grâce au Virtual Lab. Hein, c'est l'isolation réseau. L'espèce sur mon schéma, ça, en vert, c'est un environnement qui est isolé et étanche. Donc, il n'y aura pas de conflit. Aucun conflit possible. Okay. Ok, bon. Depuis quelle version de Vim le Virtual Lab? Ou depuis de nombreuses versions. Le Virtual Lab existe chez Vim depuis la version 6 ou la version 7. Donc ça fait bientôt presque 10 ans que le Virtual Lab existe. Évidemment, on a optimisé, amélioré, stabilisé. Aujourd'hui, c'est des mécanismes qui sont extrêmement robustes, qui sont éprouvés. Bon, allez, je vais vous montrer, faire une petite démo de tout ça, de manière plus concrète. Ça, vous aurez un peu plus les idées claires. Ce sera un peu plus concret et moins théorique. Alors, ici, là. Donc, question de Mathias, si je comprends bien, le Virtual Lab est une VM, exactement. Le Virtual Lab, c'est une VM. C'est une VM créée en utilisation. Le Virtual Lab, c'est-à-dire que le composant qui crée l'isolation réseau, qui crée l'étanchéité réseau, c'est une VM Linux qui est déployée par Vim et qui utilise de la translation NAT, un routeur NAT qui est préconfiguré. On va le voir. Okay, on va voir. Je pense que la démo va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc, je suis connecté sur donc ma console Vim. Je suis connecté sur ma console Vim et allez, on va créer le Virtual Lab. Donc, pour créer le Virtual Lab, ici, backup infrastructure, Virtual Lab. On crée le Virtual Lab, add Virtual Lab. On va l'appeler Virtual Lab. Très bien, c'est pas très original, mais ça convient suffisant pour la démo. On va indiquer à Vim l'hyperviseur ou le cluster VMware vSphere sur lequel on souhaite démarrer les VM. Vous voyez, les VM dont on souhaite tester la restaurabilité. On va indiquer à Vim où on veut les démarrer, sur quel hyperviseur, sur quel cluster. Donc moi, je choisis de faire, sur mon environnement, j'ai un site de prod et un site secours. J'ai choisi de faire mon test de restauration, de déployer mon Virtual Lab sur le site secours. C'est un choix. Donc je sélectionne mon hyperviseur de site secours, DRSite. OK. Très bien. Alors, ici, les premières étapes de configuration. Use Proxy Appliance. Alors ça, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire, vous pouvez très bien ne pas utiliser la, comment dire, la petite VM déployée par Vim, ce qu'on appelle la Proxy Appliance. Si vous ne l'utilisez pas, les machines seront démarrées, elles seront démarrées depuis la sauvegarde, elles sont connectées sur un switch virtuel de type internal, c'est-à-dire un switch qui est isolé
un switch virtuel VMware ou Hyper-V, peu importe, qui n'est connecté à aucune carte physique extérieure. Donc c'est sur un réseau totalement isolé. Et après, pour y accéder, bah, vous connectez sur votre environnement vSphere, vous lancez le client, vous allez sur les machines et vous accédez aux machines démarrées. Donc, encore une fois, la proxy appliance n'est pas indispensable. Okay, la proxy appliance permet de faire le Sure Backup, de faire les tests automatiques. C'est ce qui va permettre à Vim d'aller dans le Virtual Lab à l'intérieur, tester que le ping répond, tester que les VMware Tools sont installés, tester les ports applicatifs et vous faire un beau rapport à la fin qui vous sera envoyé par mail pour vous indiquer que vos sauvegardes sont restaurables. Donc si vous voulez utiliser toutes les capacités, faire du Sure Backup et que Vim puisse faire les choses à votre place, c'est indispensable d'utiliser cette proxy appliance. C'est ce qui va permettre à Vim, hein, qui est sur le réseau de production, votre backup serveur, lui, est sur le réseau de production, c'est cette appliance qui va permettre à Vim de rentrer dans l'environnement isolé. D'accord? Sans ça, Vim n'aura aucune possibilité d'entrer dans cette ou de se connecter aux VM qui sont totalement isolées parce qu'elles sont connectées sur un switch internal, un switch isolé, un switch virtuel. Donc, tout ça c'est bon, pas besoin de toucher. On va ici commencer par définir l'adresse IP. En fait, juste, je vais faire un schéma très rapide. Si je reviens ici sur mon schéma, je vais le faire à la main de manière très rapide. Vous avez ici production prod LAN. Je vais prendre l'exemple. Vous avez 2 machines qui sont en prod sur ce réseau. Les adresses IP, je vais juste mettre à la fin 125 et 126. Le réseau, c'est 192, 168, 100.0. D'accord? 255, 255, 255, 0. C'est ça le réseau. OK, donc ça, c'est la prod. Je vais faire comme ça. Ici, ça, je vais représenter le switch virtuel. Le switch virtuel est connecté à une carte réseau, je vais mettre NIC, carte réseau physique. D'accord? Cette machine, elle est connectée ici. Ça, c'est le réseau de prod. Elle est connectée là. La gateway, c'est important, la gateway, elle est quelque part ici. Donc la gateway, je vais la représenter ici. Et ici, on va représenter Vim, VBR. Je vais mettre VBR, parce que Vim Backup et Réplication, il est connecté ici. D'accord? Le principe, c'est qu'on va tester, je sais pas, ça c'est VM2, VM1, tester ces 2 machines virtuelles. On veut s'assurer que la restauration fonctionne. On va faire un test de restauration de ces 2 machines. Et donc, on fait un Virtual Lab, on déploie. Et le principe, c'est qu'on va se retrouver avec, ici, VM1, VM2, comme ça, sur un réseau internal. Donc là, cette fois-ci, on a un switch virtuel, mais qui n'est connecté à aucune carte. C'est comme ça que l'isolation se crée, en partie. Ça, c'est connecté, non, c'est pas connecté là. Voilà. Donc ces machines, elles communiquent entre elles. OK? Elles sont connectées là, connectées là. Donc VM1 et VM2 continuent de se parler dans la bulle. Ça, c'est le VLab, hein. Ça, c'est le Data Lab. Data Lab. Comment permettre à Vim, qui est ici, de rentrer dans le Data Lab ici et de faire des tests de ping, des tests ou d'exécuter des scripts et tout le reste? Bah, pour faire le lien entre les deux, eh bien, il faut ici notre fameuse proxy appliance. La petite VM Linux dont je parlais, qu'on est en train de configurer sur la démo, proxy appliance. Proxy appliance, ok. Donc ça c'est une VM. Je vais mettre router net, pour la translation. Et donc, cette VM,
elle est connectée ici. Donc elle a une adresse IP ici, sur le réseau de production, et il lui faut aussi une autre carte réseau pour être connectée ici. Donc c'est une machine qui a 2 cartes réseau. Ce schéma, je l'ai fait pour vous montrer pourquoi est-ce que la proxy appliance a besoin de 2 cartes réseau. Et elle doit faire le lien entre le LAN de prod et le Virtual Lab, le Data Lab. D'accord? Et c'est grâce à cette machine que le Vim ici va pouvoir rentrer et faire des pings. Vim par exemple, il va faire un ping de la VM qui se trouve là-bas. Et il va le faire en passant par le routeur net. Mais il va faire un ping un peu particulier. Il ne va pas pinguer celle-ci en 100.25, sinon c'est celle-là qui répond. Mais il va utiliser une autre adresse qu'on appelle adresse de mascarade, on verra tout à l'heure, qui va être envoyée, redirigée vers le NAT router, parce que il y a une table de routage au niveau du backup server Vim qui a été modifiée ici. Et donc, cette adresse de mascarade va être envoyée vers la proxy appliance, qui va faire donc de la translation d'adresse et va rediriger vers la machine à l'intérieur, vers VM1. D'accord? Donc, si je reviens sur ici, je reviens sur à la démo. Donc ça, c'est la première interface. C'est la première interface réseau. C'est celle-ci qu'on est en train de configurer. C'est celle-là, hein, l'interface réseau d'ici, qu'on est en train de configurer. Donc on va, je vais dire 192, 168, 100, 199. Le masque, ici, 255. OK. Tout le reste, pas besoin, pas indispensable. DNS, gateway, pas besoin. On va faire les choses très simples. OK, next. Ici, vous avez plusieurs configurations. Moi, j'ai toujours une préférence configuration manuelle, single host, ou configuration avancée si vous utilisez des DVS VMware, Distributed vSwitch. Moi, j'ai pas de Distributed vSwitch, j'ai des switches standards, donc je reste en configuration single host avancée. Ici, vous allez peut-être avoir un message d'erreur, mais c'est pas très grave, c'est parce que Vim essaie de détecter des configurations, essaie de résoudre des choses par défaut, il n'y arrive pas, c'est pas grave, on va tout faire à la main, et c'est pas plus mal pour comprendre, c'est très bien. Et ici, on va faire un mapping. En fait, on va mapper, si je reviens ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper, ici, je vais réduire un peu ça, on va mapper ce réseau, ce sous-réseau, donc le sous-réseau 192.168.100.0, on va le mapper avec le réseau qui se trouve à l'intérieur ici du Data Lab. D'accord? Donc pour faire ça, ici, je vais chercher Production Network. Donc Production Network, il est ici. Vous voyez, vSwitch 0, c'est VM Network. Ça, c'est le switch, le réseau virtuel de prod. Et ça, c'est le réseau Virtual Lab VM Network, c'est ça. Je reviens sur mon schéma. C'est ça. C'est ici, le switch, le réseau isolé ici. OK, pas de VLAN ID, on n'en a pas, c'est très bien. L'étape suivante, ici, c'est l'étape la plus importante. Cette étape va permettre de configurer cette fois-ci, je reviens sur mon schéma, encore une fois, la deuxième interface ici du routeur net, cette adresse IP. C'est ça qu'on va configurer dans cette étape. OK. Alors, si je reviens, donc là, on va sélectionner le Virtual Lab Network. L'appareil Vim, il va essayer de détecter un certain nombre de choses, il n'arrive pas par défaut, c'est pas grave, on fait OK et on va tout renseigner à la main. Et là, on va mettre une adresse IP. Mais on ne va pas mettre une adresse IP au hasard. On va mettre une adresse IP bien particulière. On va mettre ici l'adresse IP de la gateway du réseau. Si je reviens sur mon schéma, vous voyez ici que sur le réseau ici, VM1 et VM2, la gateway de VM1 et VM2, c'est... ah oui, je ne l'ai pas mentionné, je vais le mettre ici. Gateway, c'est 192.168.100.1. C'est ça la gateway. Donc ça, c'est point 1. Donc sur le réseau de prod, c'est très bien. Tout ce qui n'est pas dans ce sous-réseau est forwardé vers la gateway en point 1. Et après, c'est la gateway qui va router. Mais ici, il n'y a pas de gateway. Les VM, elles peuvent se parler entre elles. Mais si VM1 a besoin d'envoyer ou de communiquer avec une machine qui n'est pas dans le même sous-réseau, bah, il n'y a pas de gateway. Hein. Le paquet est droppé, il disparaît. Donc, celui qui va jouer le rôle de gateway ici, c'est la proxy appliance. C'est-à-dire que tout ce qui va être généré, partir d'ici, pour sortir de ce sous-réseau, va être forwardé vers la gateway. Et de toute façon,
ici, sur cette machine VM1, la gateway qui est renseignée, c'est la point 1. Donc, comme on démarre exactement la même machine ici, la gateway qui est renseignée, c'est la point 1. Donc, tous les flux qui vont vers un autre sous-réseau vont être forwardés vers la gateway. Et la gateway, c'est la point 1. Et donc, l'adresse IP qu'on va donner à cette interface, la deuxième interface de la proxy appliance Vim, c'est la gateway. Elle va jouer le rôle de gateway, en fait. Elle va remplacer la gateway. Donc ici, je reviens là sur la démo, 192, 168, 100.1, c'est la gateway. D'accord ? 255, 255, 255, 0. Et ici, vous avez ici c'est pré-rempli, mais on peut le modifier, ce qu'on appelle l'adresse de mascarade. Je vais mettre 200. Ça, c'est une information qui va être renseignée ici. Tac, je reviens là. Qui va être renseignée sur la proxy appliance. Et en fait, ce qui va se passer sur la proxy appliance, c'est ça. C'est-à-dire que la proxy appliance va dire que 192.168.200.25 est égal à 192.168.100.25. Je ne sais pas si vous voyez si vous avez compris le principe. Ça, c'est ce qu'on appelle une mascarade. Donc ça, c'est écrit, c'est renseigné au niveau du routeur NAT. Le Vim Backup ici, il faut qu'il ping VM1, donc la point 25. Mais s'il utilise la 100.25, c'est celle-ci qui va répondre. C'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit celle-là qui réponde. Donc on va utiliser une adresse de mascarade en 200. J'ai pris 200 de manière arbitraire. C'est totalement arbitraire. C'était 255, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur. Il faut juste vous assurer que le sous-réseau n'est pas occupé, qu'il est libre et disponible. Donc, que va faire le VBR? Pour pinguer cette VM, il va utiliser la 200.25, l'adresse IP 200.25. Et comme il y a une table de routage ici qui est configurée, toutes les adresses en 200.0 sont forwardées vers le routeur NAT, vers l'adresse 199. Donc lui, il va recevoir le ping, et comme la table de mascarade, il la connaît, il sait que 200.25, c'est équivalent à 100.25. Il va modifier l'adresse IP, donc c'est la translation NAT, il va modifier le paquet IP pour rediriger le paquet vers VM1, vers 100.25. Donc, je reviens ici, on va finaliser tout ça. DHCP, c'est pas important, on peut laisser coucher, ça n'a pas d'importance pour la démo. Static mapping, ça non plus, c'est pas important pour la démo. Et on va faire apply. OK ? Et on va laisser tranquillement la virtual appliance se déployer et puis voir ce qui se passe côté VMware. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Si je comprends bien, VirtualLab est une VM créée en utilisant l'espace computing du serveur Hyper-V. Ouais, c'est bien ça, Mathias, ouais. Puisque dans le VirtualLab, le trafic est dans un sens, si on a un incident, est-ce possible de restaurer les sauvegardes de VirtualLab? Les sauvegardes de VirtualLab. J'ai pas bien compris la question, Marie-Christiane. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions depuis tout à l'heure. Ça veut dire que tout est clair pour vous? Est-ce que tout est flou pour vous? Est-ce que vous avez compris dans les grandes lignes? Ok, super, merci évidemment. Au bout, ok, léger. Ok, parfait. Good. Question de Patrice. Le Virtual Lab a-t-il avoir son propre espace? Patrice, tu veux dire espace de stockage? C'est ça? Bon, peut-être que c'est espace de... Oui, d'accord. Virtual devrait-il avoir son propre espace de stockage, restauration? Non, c'est pas nécessaire parce que le Virtual Lab, la proxy appliance, la petite VM NAT Router Vim, comment dire? Elle est montée, je crois, c'est du live CD, c'est-à-dire qu'elle est démarrée directement depuis un ISO.
Donc il n'y a pas besoin de prévoir d'espace de stockage, faut juste un peu de compute. Elle va consommer un peu de compute sur les hyperviseurs, mais c'est une toute petite VM Linux, hein, elle consomme vraiment pas grand-chose. OK, donc là c'est déployé. Ici, terminé. Si on vient voir côté VMware, vous allez voir que, qu'est-ce qu'il me fait? Reconnect. OK, ici, si je vais ici, vous voyez, il y a un ressource pool qui s'appelle VirtualLab qui a été créé et à l'intérieur, vous avez une VM qui s'appelle VirtualLab et c'est ça la petite VM Linux Proxy Appliance. Là, elle est déployée, elle est prête à être utilisée. D'accord? Donc on va continuer. Donc là, on vient de créer le VirtualLab. On l'a pas démarré, pour l'instant, on n'a rien fait pour l'instant, c'est juste le VirtualLab qui est déployé. On va, l'objectif pour moi, c'était de vous montrer, c'est-à-dire qu'ici, j'ai une application, c'est une petite application web qui est composée de 3 serveurs. Il y a une base de données, un serveur web et un serveur applicatif. Et les 3 serveurs fournissent une application, une petite base de données qui permet de faire des requêtes et d'afficher le résultat. Donc c'est une base de données SQL qui permet voilà, de faire des requêtes comme celle-ci. Voilà. Donc c'est quelque chose de simple. Cette application, je l'ai sauvegardée et je veux faire un test de restaurabilité. Je veux donc démarrer, restaurer ces 3 VM de cette application dans mon Virtual Lab que j'ai créé précédemment. Je vais essayer d'y accéder, d'accéder à cette application, non pas en production, mais d'y accéder dans le Data Lab, dans la bulle et dans le réseau isolé. D'accord? Donc pour ça, je reviens côté Vim. Je vais créer ici ce qu'on appelle un application groupe. Il y a 2 manières de le faire, mais c'est la configuration qui me permet de laisser tourner le Data Labs et vous montrer un peu comment les choses se matérialisent côté VMware. Donc ici, vous voyez ici, le application groupe, je peux le créer à partir des backups ou des réplicas. Si je fais ça, c'est du Sure Backup. Si je fais ça, c'est du Sure Replica. Vous voyez, on peut même utiliser les snapshots de baies. Si on a activé l'intégration Vim avec les snapshots de baies de stockage primaire, on peut le faire à partir des snapshots de baies. Je vais le faire à partir du backup. Donc là, il va me présenter l'ensemble des jobs. Et ici, j'ai mon job, ici, qui contient mes 3 machines virtuelles dont je vous parlais. C'est les 3 VM qui permettent de faire fonctionner ma petite application database que je vous ai montré précédemment. Donc ça, je vais l'intégrer. Donc j'ai les 3 VM. Si vous voulez intégrer des machines physiques, vous pouvez le faire. Vous voyez ici, ça c'est une sauvegarde de machine physique. Je peux très bien rajouter ici machine physique, là, la machine virtuelle. Ok. Bon, on va pas le faire, ça va prendre un peu plus de temps, donc je laisse mes 3 machines virtuelles ici, dans l'application groupe. Je reviens un peu en arrière. Vous pouvez ici, vous voyez, vous avez des tests préconfigurés. DNS, global, si vous avez un serveur SQL, web, vous pouvez pré-tester des choses. Cocher cette case, on va tester les ports par défaut. Je n'ai plus le nom du port DNS, je crois que c'est 381. Vous pouvez dire à Vim de considérer que la VM a bien démarré lorsque le heartbeat répond. Le heartbeat, c'est tout ce qui est VMware Tools, et ça, c'est le ping. Vim va faire un test de ping pour voir si l'interface réseau est montée. Okay, et on verra tout à l'heure qu'il y a aussi d'autres possibilités. On peut demander à Vim de faire un scan antivirus et plein d'autres choses. Donc tout ça, on laisse comme ça terminer. Donc, j'ai mon Virtual Lab, j'ai mon groupe de VM. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Créer mon job sur backup pour lier en fait et relier tout ça. C'est-à-dire prendre le groupe d'applications et l'intégrer dans le Virtual Lab et démarrer tout ça. Pour créer le job de Sure Backup, ici, Sure Backup, voilà, on va laisser Sure Backup 1. Il me demande quel est le Virtual Lab. J'en ai qu'un seul, donc je prends celui-là, Virtual Lab, que j'ai créé précédemment. Quel est le groupe d'applications? Je sélectionne application groupe, celui que j'ai créé précédemment avec les 3 VM qui me permet de fournir le service, ma petite application de base de données web. Je coche cette case parce que je veux maintenir en fonctionnement mon Data Lab à la fin des tests qui vont être faits par Vim. Sinon, Vim, il fait ses tests, après il arrête tout, il réinitialise et il génère le rapport et il vous envoie. Bon là, pour la démo, je veux conserver, garder en fonctionnement, donc je coche cette case. Ça, on va pas l'utiliser. Et ici, vous voyez, vous pouvez faire des tests supplémentaires. Vim peut s'assurer de l'intégrité des sauvegardes, des fichiers de sauvegarde. Il peut faire un scan de malware avec les intégrations antivirus. Donc tout ça, je ne vais pas activer. Ça va rallonger, mais
juste pour vous montrer. Et enfin ici, vous pouvez planifier et scheduler l'opération. Parfois, j'ai des clients qui font ça, c'est-à-dire pour certaines applications très critiques, hein, pas tout l'environnement, mais ce qu'il y a vraiment de très critique, ils font parfois des tests, tous les jours, des tests de restauration tous les jours, à la fin de chaque sauvegarde. Dès que la sauvegarde est terminée et qu'un point de rétention, de restauration nouveau a été créé, automatiquement à la fin de la sauvegarde des VM, le test sur backup se déclenche. Et pour ça, il suffit ici de chaîner en fait les jobs. Dire exécuter le job de Sure Backup après le job de sauvegarde. Et là, vous avez la liste des jobs de sauvegarde ou de réplication. Donc ça permet comme ça de chaîner en fait le job de Sure Backup avec le job de sauvegarde précédent. Okay. Bon, je ne vais pas planifier, je vais l'exécuter manuellement. On va lui dire d'exécuter tout ça et voilà, ça va être parti. Donc, si je reviens ici, vous voyez ici 100.25, là on est sur réseau 100. Là je suis en production. Ici, j'ai mis le lien pour démarrer la même application, mais à l'intérieur du Data Lab, avec l'adresse 200. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Non, open. Donc forcément, pour l'instant, ça ne marche pas. Et c'est tout à fait normal parce que pour l'instant, le Data Lab, il est vide. Il est en train d'être déployé, les VM sont en train d'être démarrés une à une. Donc pour l'instant, en 200 ici, j'ai aucune réponse. Voilà, vous voyez, retour, pas de réponse. Là, je suis en 100, je suis sur le réseau de production. Donc, on va laisser tourner le job. On peut voir ici le job, vous pouvez suivre son exécution. Vous voyez, il y a les 3 VM et vous avez les colonnes. Heartbeat en cours, ping en cours. Script, validation, antivirus, tout ça, je ne l'ai pas activé, donc il va sauter toutes ces étapes-là. Bon, ça va durer 5 minutes, je crois. 5 minutes à peu près. Donc, en attendant, si vous avez des questions, c'est maintenant. On va profiter de ce temps d'attente pour échanger, discuter. Dites-moi si vous avez des questions. Alors, quel est le vrai rôle de réplication? J'ai pas bien compris cette question. Quel est le vrai rôle de réplication? Je vois qu'il y a Ahmed et Pascal qui ont levé la main. Ahmed et Pascal, si vous avez des questions, utilisez le Q et R, question and response ou reply, question-réponse. Ah! Alors, il veut dire la différence entre backup et réplica. Quel est le vrai rôle de réplica? Quelle est la différence entre backup et réplica? OK. Ça, c'est des questions qu'on va aborder la semaine prochaine. Si vous êtes toujours parmi nous la semaine prochaine, on parlera de backup, de réplication, de CDP. Ça permettra de voir, bon, la différence, elle est simple à comprendre, mais c'est surtout comment choisir la meilleure technologie en fonction de votre environnement, en fonction de vos attentes, de vos exigences. Est-ce qu'on fait plutôt est-ce qu'il faut baser la reprise d'activité plutôt sur la sauvegarde, sur la réplication, sur le CDP? Il y a des indicateurs précis qui vont vous orienter vers une technologie ou une autre. Voilà, c'est-à-dire que il y a des indicateurs auxquels il faut apporter une réponse technologique bien spécifique. D'accord? On verra, on fera un petit tableau et vous verrez en fonction de vos souhaits ou exigences en termes de temps de restauration, il faudra plutôt partir sur du CDP ou de la réplication traditionnelle ou plutôt de la sauvegarde. Ok. Question de Freddy, c'est où le paramètre pour diminuer les ressources? Le paramètre pour diminuer les ressources, ça on va le fermer en attendant. Le paramètre pour diminuer les ressources, il est ici. C'est sur application groupe, propriété, machine. Si je prends par exemple ça, je fais edit. Il est là. Memory. Je peux réduire la mémoire ici, qu'allouer. Par défaut, c'est 100%, mais si je veux réduire la mémoire, je peux réduire la mémoire. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est, notre job?
Bon, il est en cours. Voilà. Il a terminé la première, vous voyez ici. Heartbeat success, ping success. Donc là, il va passer à la deuxième. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Tac, tac. C'est où le paramètre? Bon, ça, c'est bon. Bonjour. Est-il possible d'avoir le lien pour l'ISO? C'est quel ISO? J'ai pas compris ta question. C'est Jiré. Question de Pascal. La taille du Virtual Lab est aussi équivalente à la taille réelle des serveurs? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas lié, hein. Il y a pas de lien entre, il y a pas de lien entre, alors, je sais pas ce que tu entends, Pascal, par Virtual Lab, mais si tu parles de la proxy appliance, c'est une toute petite VM Linux. C'est une toute petite VM Linux qui prend très peu de ressources, qui permet juste de faire le lien, comme on l'a vu, de faire la translation NAT et qui permet de mettre en œuvre la mascarade, hein, mascarade d'IP qu'on a vu sur mon schéma. Question de l'ISO d'installateur de Vim. Ah, sur le site de Vim. L'ISO d'installation, vous téléchargez sur le site de Vim. Vous allez sur Google, vous tapez Vim Download et vous arrivez directement sur la page de téléchargement de, de Vim. Vous avez tous les produits. Vous pouvez télécharger avec une période d'évaluation de 30 jours. Question d'Oussama, pouvez-vous nous montrer sur VMware la consommation en temps réel de la machine VirtualLab? Consommation en temps réel de la machine VirtualLab. La machine VirtualLab, elle est là. C'est celle-là, VirtualLab. Je ne sais plus, monitor. Où est-ce qu'on peut voir ça? Overview. Ouais, voilà. Voilà, où ça va. Si tu arrives à lire, si tu arrives à en tirer quelque chose, tu as tout là. Bon, il y a pas grand-chose, hein, je vous dis, c'est une toute petite VM Linux qui joue ce rôle. Je sais même pas, ouais, elle a un CPU, elle a 1 giga de RAM et elle est démarrée. Elle n'a pas de disque parce qu'elle est démarrée directement depuis un ISO qui est au niveau de Vim. Donc c'est du live, c'est du mount live CD direct Linux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Question de Benama. Comment on peut vérifier que le VirtualLab est isolé du réseau de prod? Ah! Il y a des sceptiques. Benama est sceptique, il ne croit que ce qu'il voit. Alors, on va pour voir ça, il faut ici, en fait, on peut voir que, vous voyez ici, app, web. Ça, ce sont les 2 machines qui sont déjà démarrées. On le voit ici. Vous voyez que app est en train d'être démarré. Ah, oui, c'est normal, il ne peut pas le voir. App et web sont les 2 qui sont déjà démarrés. Celle-là, elle est encore en cours. DB, la 3e n'est pas encore démarrée. Donc les 2 machines qui sont démarrées, si je reviens côté VMware, ici, on peut voir qu'elles sont, on va voir ici qu'elles sont connectées sur un réseau, sur un switch. Vous voyez, sur un réseau, Virtual Lab VM Network. C'est un switch virtuel qui est isolé et connecté à aucune carte réseau. Si on regarde ici, their site, voilà, il est là le réseau. Où est-ce qu'on peut voir le link? Je ne sais plus. Ça fait un petit moment que je suis pas allé dans ces paramétrages VMware. Là, on voit que sur ce réseau qui est isolé, vous voyez, il y a le Virtual Lab et il y a les 2 VM là qui sont démarrés. La 3e va arriver là tout à l'heure. Vous allez voir la DB qui va apparaître. Donc là, on a Web App et on a la petite VM Linux Virtual Lab qui est déployée. Et est-ce qu'on peut voir ça? Network.
Je ne trouve pas ce que je cherche. Je cherche le petit schéma, où on voit les cartes, réseau. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. N'hésitez pas à m'aider, hein. Ah ouh il y a plein de questions là, attends. Bon, on va peut-être traiter les questions, hein, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Bonjour, comment faire la sauvegarde d'une machine virtuelle sous VMware Workstation? Apparemment, la sauvegarde se fait uniquement pour les hôtes sous hyperviseur de type 1. Ouais, question de Haman. Il faut utiliser les agents Vim pour ça, hein. Si vous avez des machines qui sont sous VMware Workstation, il faut installer, Vim Agent for Windows ou Vim Agent for Linux, si c'est un Linux, et sauvegarder de cette manière-là. Lorsqu'on dispose, question de Traoré, je crois que c'est bien ça ton prénom. Lorsqu'on dispose de plusieurs réseaux production, le proxy va aussi créer plusieurs réseaux dans le virtual lab. Ah, ça c'est une bonne question. Effectivement, s'il y a plusieurs sous-réseaux, je reviens rapidement sur la question de Traoré intéressante. S'il y a plusieurs sous-réseaux, par exemple, si je reviens sur mon schéma ici, je vais essayer de faire simple. Si par exemple, il y a un autre sous-réseau ici, je vais le mettre là, par exemple, VM, par exemple, celle-là, elle est là. S'il y a un autre sous-réseau, bah, il faudra créer ici aussi un autre sous-réseau, un autre data lab. Et ici, prévoir une autre carte réseau. C'est pas tout à fait ça le schéma parce que ils sont pas connectés sur le même réseau. En fait, pour faire simple, ça, voilà, je vais limiter comme ça. Là, on a un switch virtuel qui est isolé. Et là, on aura un autre réseau, pareil, avec un autre switch virtuel isolé. D'accord? Et ici, sur le routeur Vim, il faudra une deuxième carte qui sera connectée ici. Bon, j'espère que mon schéma, c'est pas très très propre et un peu chargé, mais j'espère que ça te permet de comprendre. Heu, Traoré, Yacouba. Voilà, donc il faut, s'il y a plusieurs sous-réseaux dans l'environnement et que vous voulez faire, des tests de tous ces sous-réseaux, il faut prévoir le coût et en fait, il faudra rajouter ici sur la proxy appliance, il faut une carte, réseau, une interface par sous-réseau, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, OK, donc ça c'est en cours. Quelle heure est-il? 18h13. Bon, on est très en retard. Est-ce qu'on peut exécuter VirtualLab dans le cluster de prod sans impacter les VM de prod? Oui, c'est possible, Kamal, absolument. On peut dédier des clusters ou quelques hyperviseurs pour les tests, c'est-à-dire qu'ils ne sont utilisés que pour faire des tests réguliers et récurrents. Absolument, ça c'est possible, sans impacter. Ça permet de ne pas polluer la production ou de ne pas impacter la prod par des tests. Pourquoi pas? Euh, on va voir la taille de vos 3 VM de test en termes de storage et mémoire. Question de Sama. C'est des petites VM, d'accord? C'est des petites VM Linux que j'utilise. Maintenant, je dirais que la taille des VM n'a pas d'incidence sur l'opération. Ça n'a pas d'incidence sur le temps de démarrage parce qu'il n'y a pas de restauration, encore une fois. Les VM sont démarrés directement depuis la sauvegarde. Donc que les VM fassent 1 giga de disque ou 10 Tera de disque, le temps de démarrage sera identique. Il n'y a pas de restauration. Donc Vim, il démarre tout de suite à VM. Que son disque fasse 1 giga, 20 giga ou 20 Tera, c'est pareil. D'accord? Donc mon exemple, c'est des petites VM Linux pour que ça aille vite et que la démo soit pas trop longue pour vous, mais ça n'aura mettre des machines plus grandes en taille n'aura pas d'incidence sur le principe de fonctionnement. Question de Pascal. La VM Server, database environ 5 Tera. Est-ce qu'il faut aussi que le repository alloué au Virtual Lab soit égal à 5 Tera ou plus, où il y aura une compression? Non, en fait, il n'y a pas besoin de prévoir de stockage supplémentaire pour cette opération-là. D'accord? Encore une fois, les VM sont déjà sauvegardées. Elles sont sauvegardées, les sauvegardes sont dans un repository. Vim démarre les machines directement depuis la sauvegarde. Okay? Donc il n'y a pas besoin de prévoir du stockage supplémentaire. Donc Pascal, pour reprendre ton exemple, la VM de 5 Tera, elle est déjà sauvegardée dans le repository. Elle a été sauvegardée, donc il y a des points de restauration qui sont disponibles.
Si tu fais un test de cette VM de 5 Tera, Vim, il va démarrer ta VM de 5 Tera directement depuis la sauvegarde. Il n'y a pas besoin de prévoir 5 Tera quelque part, puisqu'il n'y a pas de restauration. Vim va démarrer la VM directement. Et après, pendant que la VM fonctionne, Vim, il va créer un cache. Que toutes les modifications ou les créations de nouvelles données qui se font, qu'elles soient conservées. Hein, vous démarrez, on restaure, on démarre. Windows, par exemple, commence à modifier des choses dans le système, donc il crée des données, il modifie des données, et puis s'il y a une activité qui est simulée, ça va créer de nouvelles données. Toutes ces données, elles sont stockées par défaut dans un cache sous forme de redo log au niveau du backup server. Et ensuite, une fois que l'environnement est réinitialisé, ce delta de modification, c'est-à-dire les redo logs, sont supprimés, effacés. Les sauvegardes elles-mêmes ne sont jamais modifiées, elles restent en lecture seule. D'accord ? Ah, je crois que Benjamin a la solution de ce que je cherchais tout à l'heure. On va voir si Benjamin a raison. Il me dit, je pense qu'il faut cliquer sur le host qui porte la VM. Donc network, le host qui porte la VM. Ici, host, c'est ça, si je clique là. Ah, network, c'est peut-être... Ah non, non, c'est pas ce que je voulais. Non, on va pas y arriver. Je ne sais plus où on trouve le beau schéma réseau avec les cartes. Configurer source boot, data store, update network. Non. Ah, c'est peut-être dans les... Networking, celle-là, je crois. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bon, j'ai trouvé tout seul, Benjamin. Tu m'as un peu aidé, mais j'ai trouvé. Donc, ici... Ouais, c'est pas le bon, c'est pas celui-là, si... Ah, voilà, standard, vSwitch, Virtual Lab, voilà. Qu'on le voit, le Virtual Lab ici. On voit qu'il n'a aucune connexion, vous voyez. On a les 4 machines. Là, ça va être très clair. Ça, c'est le switch virtuel qui est créé. Switch isolé, vSwitch isolé. On voit que les 4 VM sont connectés, le Virtual App qui est connecté, et les 3 VM de mon application qui sont connectés. Vous voyez, il n'y a aucune carte physique. Et c'est ça qui... Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure, quelqu'un qui voulait bien s'assurer que c'était isolé. Bah là, vous avez la preuve. On est sur un switch interne qui est totalement isolé du reste de la production. Bon, si on revient sur Vim, normalement c'est terminé. Vous voyez, les 3 sont démarrés, started, success pour le heartbeat, success pour le ping. Donc là, si je viens ici, alors déjà, je vais juste vous montrer la route, en print route, en local. Non, c'est route print, pardon. Je ne sais plus si c'est collé. Ouais, c'est ça. Ici, table de routage du Windows, donc c'est le backup serveur local. Ici, vous allez voir que... où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. 192.68.200, si vous vous souvenez bien, le 200.0, le 200.0, oui, sur le schéma, c'est les machines dans le Virtual Lab. Et on voit que tout ce qui arrive, tout ce qui est 200.0, tac tac, on est où? On est là. Et c'est forwardé vers la 199. D'accord? La 199, c'est l'adresse, c'est l'interface réseau, une des interfaces réseau de la proxy appliance. Donc tout ce qui est 200 quelque chose, c'est envoyé vers la proxy appliance. Et la proxy appliance récupère, voit ce qui est en 200, et grâce à la table de mascarade, bah, il convertit 200 en .100 pour transférer le ping ou le paquet vers la machine virtuelle, mais à l'intérieur du data lab. D'accord? Et la preuve, c'est que maintenant, si je viens ici, vous voyez, je suis en 100, donc là, je suis en production. Là, sur la 200, si je fais un refresh, si tout va bien, voilà, j'ai ma base de données, l'application, qui est aussi accessible en 200. Et là, je suis à l'intérieur du data lab. Là, je suis connecté sur le serveur Vim, sur le réseau de prod, mais j'arrive à accéder à mon application dans le data lab. Là, je suis en 200.25. Là, je suis en 100.25. OK? Bon, on arrive à la fin de... quelles sont les limitations majeures de la version communautaire, Aman? Bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Si j'ai Diox, j'ai besoin de combien d'appliances? En démarrant sur la sauvegarde, ça ne comporte pas un risque de perte de données en cas d'échec d'une action? Non, Joseph. Bon,
On arrive à la fin, et je vais conclure parce qu'on a assez largement dépassé le temps qui était prévu, mais bon, il y a eu beaucoup de questions. Configurer le Data Lab, on l'a vu. Donc 3 types d'utilisation. Pour résumer, donc Virtual Lab ou Data Lab, c'est la même chose. Virtual Lab, c'était l'ancienne appellation, l'ancienne terminologie. Maintenant, ça s'appelle Data Labs, mais vous voyez que dans l'interface, c'est toujours Virtual Lab. Dans la documentation technique, c'est toujours Virtual Lab. Mais c'est pareil, ça renvoie à exactement la même chose. Donc, Virtual Lab, 3 types d'utilisation. Sandbox on demande. Si vous voulez vous mettre à disposition très rapidement un environnement de test, vous ne pouvez pas le faire en prod. Vous voulez tester un certain nombre de choses sur, je sais pas, sur Exchange, sur SQL, sur Oracle, vous utilisez cette fonctionnalité, vous lancez l'opération, Vim démarre directement depuis le backup, il crée l'isolation, vous vous connectez sur le client vSphere et vous travaillez sans aucun risque de, conflit ou type de ce genre. D'accord? Donc les use cases sont nombreux, du test, de la formation, test de sécurité, appliquer un patch de sécurité avant de le reproduire en production. Ça marche. Autre use case, Sure Backup et Sure Replica. Je les regroupe ensemble. Parce que le premier, c'est la source et le backup, et le deuxième, la source, ce sont les réplicas. Mais le principe est le même. Sur backup et sur réplica, c'est les tests automatisés. C'est-à-dire que vous allez créer un job sur backup et Vim va automatiquement faire tout le travail pour vous. Ce que j'ai fait manuellement, vous avez vu ce que j'ai fait manuellement, Vim va le faire. Il va démarrer les VM, créer l'isolation, démarrer les VM et puis faire les tests qui sont prévus. Si vous avez des scripts, vous pouvez les intégrer à Vim pour le faire. Il va automatiquement faire tout ça, générer un rapport et vous envoyer ça par mail, une notification mail pour avoir le rapport du test de restauration. Okay, donc sur backup, sur réplica et sandbox on demande pour tous les autres types d'usages. Ok. Alors, juste pour finir sur tout ça, on a suffisamment parlé de tests de restauration, restaurabilité. Juste pour vous rappeler le programme des 2 prochains webinars. Donc le prochain, c'est jeudi de la semaine prochaine, donc jeudi prochain. On va parler reprise d'activité. Donc c'est un tout autre sujet. Il y a eu pas mal de questions là durant la session cet après-midi sur backup, réplication, donc ce sera l'occasion d'aborder tous ces points et tous ces sujets. On va parler RTO, RPO, on va replanter le décor, redéfinir les bases, les indicateurs clés, et puis parler technologie, et puis voir comment, ce qu'il faut choisir comme technologie adaptée aux exigences en termes de RTO et de RPO. Et puis la semaine suivante, on va approfondir les choses. On va approfondir. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, vous avez les QR codes. Là, vous pouvez scanner les QR codes pour vous inscrire. Et la semaine prochaine, on va approfondir. Donc là, on va parler vraiment de orchestration de la reprise de manière avancée, test avancé. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la base. Virtual Lab, Sure Backup, on va en reparler dans 10 jours avec Vim Recover Orchestrator. C'est-à-dire que l'outil d'orchestration s'appuie aussi sur ces mécanismes qu'on a vus aujourd'hui de Data Lab, Sure Backup et Virtual Lab. Okay, et on va parler évidemment de Vim Recovery Orchestrator, qui est une solution à part entière chez nous, qui permet d'orchestrer la reprise d'activité. Okay. Bon, voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous donne des idées. Et que surtout, j'espère que ça va vous aider à faire des tests beaucoup plus fréquents, réguliers, hein, et avoir beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sérénité. Hein. Je voulais finir là-dessus. Restauration réussie, catastrophe évitée. Les tests de restauration, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est pas pour rien, je sais pas, que dans des bâtiments et des immeubles, on a des tests incendie qui sont faits pour simuler une situation et préparer les gens. C'est-à-dire que la préparation, elle est clé. Et le fait de faire des tests de restauration, non seulement ça va vous familiariser avec le processus de restauration, vous allez mieux appréhender l'outil, les étapes de restauration de Vim. Vous allez vous intégrer le processus de restauration dans son ensemble. Et le fait de le faire régulièrement va vous rendre beaucoup plus à l'aise, confiant et serein dans votre capacité à le réaliser. Deuxièmement, les tests de restauration vont vous permettre de vous assurer que vos sauvegardes sont bonnes. Que les sauvegardes sont bonnes. Et ensuite,
vous donnez la certitude que vous êtes capable de restaurer. Donc c'est un double avantage, c'est, s'assurer que les sauvegardes sont bonnes et s'assurer qu'on est capable de restaurer, montrer qu'on est capable de restaurer. Donc 2 objectifs. Donc très, très important. Restauration réussie, catastrophe évitée, je voulais finir là-dessus. Des tests fréquents pour, que vous soyez beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant dans votre résilience et votre capacité à redémarrer et à restaurer. Voilà. Bonne fin de journée à tous et j'espère que vous serez là, tous la semaine prochaine pour aborder les autres sujets. Allez, au revoir tout le monde. Merci encore.